nos amis et collègues Aurélie Vauchel et Emmanuel Madieu, qui font parler d'eux à l'occasion d'un gros travail d'écriture positive et spécifique qui n'aura plus aucun secret pour vous dans 30 minutes, mais vous aurez certainement des questions. Donc, je vais les laisser dérouler leur diaporama durant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, j'interviens avec autorité pour vous stopper et on passe à un jeu de questions et réponses avec les participants par le biais du chat. Merci à Catherine Racure pour toute la logistique de l'équipe en général, pour tout le backup technique en amont. Si vous avez des questions, des remarques, vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, pas de panique, un replay sera accessible dans les tout prochains jours. Vous pouvez interagir par le biais du chat, qui, je vous le rappelle, est un espace de travail. Donc, on l'utilise avec parcimonie. Et vous pourrez par la suite donc y poser vos questions à Emmanuel et Aurélie, qui s'est mise hors ligne, mais je ne doute pas qu'elle va revenir d'un instant à l'autre. Voilà. Tout à fait, elle va revenir. Manu, je te laisse te présenter, ou Aurélie. On va commencer avec Aurélie. Et puis ensuite, Manu, tu te présentes. Moi, je débranche ma webcam, mais on reste là. OK? Ça marche. Et on vous souhaite une excellente conférence à tous. Merci. Eh bien, je suis Aurélie Vauchel, psychomotricienne au CHU de Montpellier, où je travaille avec Emmanuel Madieu dans le service de médecine psychologique pour enfants et adolescents qui s'appelle Perplantade. Voilà, et donc Aurélie est ma collègue, donc comme Madieu Emmanuel, je suis psychomotricien aussi. Actuellement, je suis doctorant à l'Université du Québec à Trois-Rivières et on propose notamment des groupes d'intervention avec le programme PEPS. Donc le programme PEPS, c'est un acronyme pour Programme d'écriture positive et spécifique, et c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui. Donc notre petite présentation va se diviser en quatre parties. Il y aura une première partie qui va être animée par Aurélie sur la dysgraphie et sa place dans les différents troubles du neurodéveloppement. On aura une deuxième partie dont je m'occuperai un petit peu plus sur les interventions recommandées d'une manière générale dans les TND et puis spécifiquement au niveau de la dysgraphie et des problèmes d'écriture, avant de passer sur comment on est arrivé en fait à bâtir un petit peu ce programme qu'on a baptisé PEPS. Et enfin, on va vous donner une petite illustration un petit peu du PEPS en pratique et puis notamment le manuel qui est sorti, comment on peut l'utiliser, comment il se découpe, est-ce que ça va être intéressant ou pas pour vous. Et après, suite à ça, bien sûr, on répondra à vos questions. 30 minutes, c'est toujours un petit peu court. Aurélie, c'est pour toi. Voilà, c'est parfait. Alors, comme tu l'as dit, en guise d'introduction, on souhaitait vous parler de la dysgraphie et des troubles du neurodéveloppement. Alors, qu'est-ce que les troubles du neurodéveloppement? C'est une grande catégorie de troubles que l'on retrouve dans les classifications, notamment le DSM-5, où on va avoir différents troubles tels que le TDC qui est le trouble développemental de la coordination, le TDAH pour trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, il y a le TSA pour trouble du spectre de l'autisme et j'en passe et tant d'autres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans une étude de Zablotsky de 2019, les enfants, la prévalence des enfants dans la population générale qui présentent un trouble du neurodéveloppement est de 17%, c'est-à-dire que 17 enfants sur 100 ont un trouble du neurodéveloppement. Maintenant, où se situe la dysgraphie dans ces troubles du neurodéveloppement? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le DSM-5, la dysgraphie n'est pas un trouble à part entière isolé. En fait, il n'y a pas une description de la dysgraphie. Ce qu'on trouve dans le DSM-5, ils vont pouvoir parler de difficultés d'écriture au sein du TDC, donc pour trouble développemental des coordinations, où ils vont faire mention d'une écriture illisible, ou sinon on peut retrouver dans les troubles spécifiques des apprentissages une absence d'une écriture lisible ou fluide qui va être mentionnée. Voilà, donc la dysgraphie, a priori, selon les classifications internationales, que ce soit DSM-5 ou CIM-10, voire CIM-11, ne fait pas partie d'un trouble à part entière. Mais voilà, on parle de dysgraphie, mais qu'est-ce que la dysgraphie? Alors, la dysgraphie, ça va être un trouble de l'écriture manuscrite, donc à la main, et qui va toucher que ce soit la vitesse d'écriture, donc l'enfant va présenter une lenteur d'écriture qui va être excessive, qui va être beaucoup plus importante qu'un enfant de la même classe, du même sexe, et ou des difficultés au niveau de la qualité de son écriture. Il va avoir une écriture qui est peu lisible ou illisible. Donc, vous l'avez compris, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux associés. Et la dysgraphie, selon les études, va être présente chez 5 à 20% des enfants d'âge scolaire. Donc, si on fait un petit peu le ratio par classe, ça représenterait entre 1 à 6 enfants par classe qui présenteraient une dysgraphie.
Et une autre information importante à avoir en tête, c'est que à l'école, l'écriture représenterait 30 à 60% de ce que font les enfants comme activité par jour. Donc, il faut pouvoir s'imaginer qu'un enfant qui présente un trouble de l'écriture, donc une dysgraphie, que cela peut avoir un impact conséquent au niveau de l'enfant lui-même, c'est-à-dire au niveau de son estime de soi, de sa motivation à écrire, de son sentiment de compétence et sur sa scolarité, sur son devenir académique. Il va donc être du coup essentiel de pouvoir repérer la dysgraphie, donc l'évaluer avec des outils adaptés et de le prendre en charge du coup avec des méthodes de rééducation, des techniques qui sont efficaces et recommandées. Et donc, c'est la partie dont je voulais vous parler un petit peu maintenant, donc les interventions recommandées. Donc, quand on a, avec Aurélie, un petit peu regardé spécifiquement les approches centrées sur les troubles de l'écriture et la dysgraphie, il y avait notamment une revue de la littérature de Angel et collaborateurs en 2018 qui passait au crible 8 programmes. En fait, ce sont des programmes à part entière qui sont soit conçus pour des enfants d'âge scolaire, c'est-à-dire l'équivalent pour nous du CP jusqu'au CM2, ou des préscolaires, puisqu'il y a également la question des enfants qui en maternelle ont déjà des soucis de graphisme et on pourrait se dire que c'est un petit peu compliqué. Donc cette revue de la littérature et méta-analyse est vraiment bien faite. Elle extrait un petit peu les choses et elle nous propose également de pouvoir comparer les différents programmes les uns avec les autres en les mesurant. Donc c'est ce qu'on vous présente. Là, juste après, pardon. Donc, c'est ici. Donc là, en fait, l'unité de mesure, c'est une taille de l'effet. C'est ce qu'on appelle le G de H. C'est pas forcément la plus connue. On a tendance à utiliser plutôt le D de Cohen, mais c'est à peu près la même chose. Plus le G de H est important et plus le programme marche bien. Donc là, les programmes ont été comparés les uns avec les autres sur 2 plans. En fait, comme le disait Aurélie, le plan de la lisibilité, c'est-à-dire est-ce que entre la mesure pré-programme et post-programme, il y a une amélioration de la lisibilité. Si jamais c'est le cas, dans ce cas-là, en fait, les marqueurs vont se reporter sur le côté droit de la colonne lisibilité que vous avez ici à gauche. Et également, est-ce que pré-post-programme, il y a une amélioration de la vitesse? Et pareil, plus les points qui correspondent au programme que vous avez ici sont sur le côté droit, et plus les enfants gagnent de la vitesse. Donc là, quand on regarde un petit peu ce schéma, vous avez au niveau du 0, en fait, ça c'est la ligne à chaque fois de chaque colonne, la ligne 0. Si jamais le petit point est là-dedans, ou ce qu'on appelle ici une boîte à moustaches, qui représente statistiquement la dispersion des résultats, dans ce cas-là, ça veut dire que pré-post, il n'y a pas d'efficacité. Si par contre, c'est sur le côté gauche, ça veut dire que l'enfant a perdu soit de la lisibilité, soit de la vitesse. Et si jamais c'est reporté sur le côté droit, dans ce cas-là, ça a marché. Donc, on ne va pas vous passer tous les programmes, mais vous voyez que les résultats sont quand même très discordants. Et dans les programmes qui marchent le mieux en termes de lisibilité, nous avons ici un programme qui est assez connu qui s'appelle Handwriting Without Tears, c'est-à-dire arriver à écrire manuellement sans pleurer pour les enfants. Et nous avons également un autre programme qui est l'Explicit Handwriting Program. Et quand on regarde au niveau de la vitesse, donc là, il y a certaines études qui n'ont pas de mesure de vitesse. On voit qu'il y a une étude, c'est le programme Size Matter Handwriting Program, où en fait, les enfants ont gagné en lisibilité, mais ont beaucoup perdu en vitesse avec une grande dispersion. Quelques programmes qui augmentent. Et le seul programme finalement qui permet à la fois de gagner de la lisibilité et à la fois de la vitesse, c'est le Explicit Handwriting Program. Donc forcément, c'est le programme sur lequel on s'est dit avec Aurélie qu'il y avait des choses un petit peu à chercher. Au final de cette méta-analyse et de ce programme particulièrement, quels sont les éléments un petit peu qui ont démontré une efficacité, un intérêt, un impact positif tant sur la lisibilité que sur la vitesse? Première chose, donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a les programmes servent, c'est-à-dire quand on travaille spécifiquement l'écriture avec les enfants, que ça soit au niveau scolaire ou préscolaire, il y a une efficacité sur la lisibilité. Donc ça, c'est déjà une première chose assez intéressante. Deuxième, c'est que rares sont les programmes qui permettent de viser spécifiquement les 2 aspects, vitesse ou rapidité. D'ailleurs, souvent les professionnels, quand on les a en formation, nous disent la qualité, bon gré mal gré, j'y arrive. La vitesse, c'est un peu plus compliqué, on y reviendra sans doute un petit peu. 4e élément, ça c'est un point assez important, c'est le temps nécessaire de prise en charge pour que ça marche. Dans les études, où ils ont fait que ça, il y a 6 semaines qui permettent de gagner déjà en lisibilité. C'est-à-dire que logiquement, si jamais vous appliquez correctement le programme, au bout de 6 séances, parce qu'en général on fait des séances hebdomadaires, vous devriez avoir des résultats.
Par contre, ce qui est dit également, c'est que quand les enfants ont vraiment une dysgraphie sévère ou d'autres troubles associés, que vraiment le tableau est plus compliqué, ben là, forcément, il faut des fois un peu plus de temps pour avoir des résultats, mais le délai de 6 semaines est quand même un délai assez intéressant, c'est-à-dire qu'on peut quand même avoir une efficacité assez rapidement. Et enfin, là, les programmes les plus efficaces sur la lisibilité et sur la vitesse montrent que certaines composantes sont quand même plus efficaces, en tout cas dans cette revue de la littérature, notamment les composantes bêta-cognitives, c'est-à-dire le fait de pousser les enfants à réfléchir, à se poser des questions, à comprendre ce qu'ils font et comment il faudrait le modifier, à discuter de ça, que ce soit avec des adultes ou avec d'autres enfants, et de le coupler avec de la pratique d'écriture. C'est-à-dire que là, la revue de la littérature insiste sur le fait que si jamais on veut rééduquer, en tout cas dans les TND, l'écriture, il faut passer par l'écriture. On ne peut pas avoir trop de chemins parallèles où l'enfant ne tiendrait pas un stylo dans les doigts. Donc là, c'est vraiment ce programme, Explicit Innovative Programme, qui regroupe toutes ces composantes et on vous propose de regarder un petit peu les plus intéressantes d'entre elles. Dans l'Explicit Innovative Programme, il y a tout ce qu'on vous a dit. Le fait que ça soit de métacognitif, qu'il y ait de la discussion, que ça soit centré sur l'écriture. Il y a un petit peu de travail également sur des lettres cibles. Et puis, on peut le croiser avec d'autres éléments de la littérature qui portent d'une manière plus spécifique sur qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qu'on pense efficace sur les TND, mais écriture ou pas écriture, un peu toutes les dimensions. Là, on a pris une revue de la littérature de Novak de 2019 qui centre sur certains points qui étaient assez intéressants également par rapport aux approches. Donc là, vous avez la conclusion sur le côté gauche qui est en anglais, mais on a extrait ce qui vraiment nous paraissait le plus pertinent. Première chose qui paraît assez pertinent, assez transversal, quel que soit le domaine d'intervention, dysgraphie ou autre chose, c'est de commencer par des objectifs qui sont issus de l'enfant. C'est-à-dire que notamment dans l'axe pédiatrique, plus les enfants comprennent ce qu'ils travaillent et pourquoi ils travaillent et que c'est eux qui le choisissent, et plus ça marche. Alors ça, c'est notamment expliqué par des principes de neuroplasticité, entre autres. Le deuxième élément assez transversal, c'est que plus dans les thérapies, on fait pratiquer des choses qui sont proches des pratiques réelles, et plus ça marche dans le sens où les enfants vont plus facilement l'utiliser ailleurs, dans les vrais milieux de vie. Autre chose, c'est que les programmes les plus efficaces, encore une fois de manière très transversale, prévoient un certain nombre de répétitions et souvent, quand notamment les séances sont hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, l'intensité de fréquence n'est pas suffisante pour créer une bonne neuroplasticité cérébrale. Ça veut dire qu'il faut penser à des relais et très souvent, avec les enfants ou les adolescents, c'est du travail à la maison qui est préconisé pour démultiplier les moments et intensifier la neuroplasticité cérébrale. Enfin, et c'est quelque chose qui est assez commun à beaucoup de thérapies plutôt actuelles sur les TND, c'est le fait que le thérapeute, à chaque moment de l'intervention, essaie de cibler la zone de juste défi. On va y revenir parce que c'est assez proche d'un autre concept qu'on a intégré dans le PEPS qui est le flow, mais le juste défi, c'est proposer une mise en situation pour l'enfant qui est suffisamment difficile pour qu'il mobilise des compétences et que du coup, il ne soit pas en roue libre, et pas trop dur pour qu'il puisse quand même y arriver et qu'il puisse s'y lancer. Du coup, on passe avec tous ces éléments-là sur finalement comment on a mêlé tous ces éléments pour créer ce fameux programme d'écriture positif et spécifique. Exactement, de son petit nom PEPS, excusez-moi. Alors, pardon, pour créer ce programme PEPS, on a eu des impératifs, en fait, parce que faut savoir qu'Emmanuel et moi, on travaille à l'hôpital dans un milieu hospitalier, ce qui est à la fois, du coup, une force aussi, mais on avait du coup, certaines petites contraintes qu'on a pu mêler pour créer ce programme-là à destination de nos patients. Donc, nous recevons en majorité des enfants de primaire qui ont une dysgraphie. Donc, ce programme a été créé pour des enfants de primaire avec dysgraphie, mais aussi avec des enfants qui n'ont pas de dysgraphie posée, c'est-à-dire qu'au niveau des tests, leur score ne permettait pas de faire ressortir une dysgraphie, mais pour qui il y avait une gêne au niveau de l'écriture, de la qualité ou de la vitesse. Excusez-moi. Alors, les impératifs de ce programme, il y en a 6. Ça a été de créer un programme basé sur l'evidence-based practice, donc comme on vient de le voir, utiliser des techniques fondées sur des preuves actuelles. Aussi de proposer une prise en charge en groupe, parce que l'idée, c'est qu'à l'hôpital,
on souhaite offrir au maximum de patients l'opportunité de bénéficier de soins et aussi de proposer un programme court, donc une douzaine de séances, ce qui nous permet en fait, sur un même créneau horaire, par exemple le mercredi matin de 11h à 12h, on va pouvoir faire 2 sessions dans l'année sur ce même créneau. On va pouvoir faire une session de 12 séances entre septembre et décembre et une deuxième session avec des nouveaux enfants, donc un nouveau groupe d'enfants de juin, février jusqu'à, de janvier, février jusqu'à juin. Voilà. Un autre impératif dans la genèse de ce programme, c'était de rétablir le sentiment de compétence des enfants et leur motivation à écrire. Parce que c'est parti vraiment d'un constat où, lorsqu'on réalisait des entretiens avec les enfants, ils pouvaient nous exprimer leur faible motivation à écrire, le fait qu'ils se sentent nuls, qu'ils n'arrivent jamais, que des fois ils se levaient la nuit pour réécrire leurs leçons pour que ça plaise à la maîtresse, mais que finalement, le lendemain, la maîtresse disait que ça n'allait pas. Voilà, donc dans notre programme, l'idée, c'était vraiment de mettre ça aussi, la motivation à écrire et le sentiment de compétence au cœur. Un autre impératif était bien entendu d'être centré sur le patient, comme toutes les prises en charge actuelles et recommandées, où le patient est vraiment au cœur de la prise en charge, il va pouvoir déterminer ses objectifs, et bien qu'on fasse un travail en groupe, c'est toujours spécifique, individualisé à chaque enfant. On va faire de l'individuel dans le groupe. Et enfin, le dernier impératif était d'inclure les parents, et même si on peut, les enseignants. Alors, au niveau des parents, ce qu'on propose, nous, c'est que les parents puissent assister à au moins une séance, à l'intégralité d'une séance, comme on est dans un groupe, donc ils peuvent tourner à tour de rôle. Et à la fin de chaque séance, on propose 5-10 minutes, mais à chaque fois, où on fait rentrer les parents et on leur explique ce qu'on a fait. On leur donne une petite notice avec le compte-rendu de tout ce qu'on a fait. Et puis, il y a des missions qui sont données à la maison et à l'école, parce que notre objectif, c'est de généraliser les compétences des enfants. Parce que nous, on est quand même bien contents que nos patients progressent en séance, mais l'objectif, c'est qu'ils puissent progresser, que ce soit à l'école ou à la maison. Donc maintenant qu'on a vu les impératifs, les objectifs du PEPS. Donc dans son petit nom, on a positif et spécifique. Alors nous avons du coup des objectifs spécifiques qui sont bien entendu d'améliorer la qualité et la vitesse d'écriture. C'est vraiment nos premiers objectifs, mais aussi de promouvoir l'autonomie des patients. Donc pour favoriser justement cette généralisation, que le patient puisse faire en dehors de la prise en charge les techniques qu'il a apprises. L'idée, c'est de faire en sorte que le patient devienne autonome. Et enfin, les objectifs positifs, ça va être de rétablir le sentiment, l'estime de soi, le sentiment de compétence, la motivation à écrire. Et tout ça, ça va passer par des mises en situation de flow qu'on va voir tout à l'heure avec Emmanuel. Donc, tous ces objectifs-là vont pouvoir être réalisés à travers différentes mises en situation et techniques du programme PEPS. Et on va voir quelques-uns ensemble. Exactement, c'est moi qui prends le relais du coup pour vous en montrer quelques-uns. Alors, c'est encore moi. Exacté. Le PEPS, en pratique, du coup, le format. On est sur un format qui est, comme on vous l'a dit, qui est court. On a 12 séances de prise en charge, comme vous pouvez le voir au milieu. Alors, nous, dans le programme tel qu'on l'a décrit dans le manuel, on propose 12 séances. Il nous arrive des fois en pratique d'en faire 10. Donc, il y a une petite modulation qui est faite à la fin sur la quantité, mais c'est tout à fait réalisable. Donc, vous avez 12 séances de prise en charge avec les enfants. Et bien entendu, on a avant les séances de travail un entretien individuel où on va pouvoir faire un entretien motivationnel pour connaître les objectifs de travail de l'enfant, de ses parents, ses difficultés. Et on va réaliser une évaluation avec bien entendu au minimum un BHK et une évaluation que l'on a créée dans le PEPS qui s'appelle l'ESL, donc pour évaluation situationnelle des lettres. Donc on va refaire cet entretien et cette évaluation après l'intervention pour mesurer le bénéfice de notre prise en charge. Et comme on est sur un format de groupe et que ces entretiens ont eu lieu en individuel, on va, avant de commencer les séances, proposer une petite réunion parents-enfants pour qu'on puisse faire tous connaissance, qu'on réexplique l'organisation et qu'on présente le programme. Et on refait de même à la fin pour faire un petit point.
Du coup, dans les différents principes qu'on voulait un petit peu vous présenter, le pilier du PEP, c'est une méthodologie d'apprentissage au niveau des lettres, de paquets de lettres, voire de mots, qu'on va reprendre à chaque fois. L'idée principale du programme est un peu à contre-pied des autres programmes, notamment le programme ABC Boom Plus, par exemple, qui est un très beau programme par ailleurs. Mais en fait, l'idée, c'est qu'au lieu de passer par du multisensoriel, on va parler par du monosensoriel. L'idée, c'est quoi? C'est que les patients TDC, ils n'arrivent pas à détecter ce qui ne va pas. Et une des hypothèses, c'est parce qu'il y a trop d'informations. Donc là, les 4 étapes gagnantes, c'est le pilier. On va dissocier les canaux. Première étape, c'est je regarde. Deuxième étape, c'est j'écoute. Troisième étape pour l'enfant, c'est j'écris. Et enfin, je vérifie pour amener des éléments de métacognition. Et du coup, ce qui est un peu compliqué pour le thérapeute, parce qu'il va falloir s'entraîner, c'est que nous, on est habitué à faire du multisensoriel et là, il va falloir se restreindre pour arriver à qu'on soit un peu plus efficace. Un autre principe actif, il y en a beaucoup, en fait, il y a 8 gros principes actifs dans le programme, mais on va se centrer vraiment sur 2. C'était le fait d'être dans le flow. Le flow, vous voyez le petit dessin, en fait, c'est le fait d'être à fond dans une activité, de ne pas avoir trop peur d'y rentrer et pas sentir que finalement on est trop compétent pour s'ennuyer. Et ça, c'est le fait de régulariser un petit peu la difficulté en temps réel avec les patients. On est très vigilant, on a plein de systèmes afin de pouvoir mesurer ce flow et de pouvoir remettre dans le flow. Et notamment, ça passe par une animation qui est assez dynamique. On tranche un petit peu dans les choses qu'on fait avec des groupes, peut-être les répartitions qu'on a sur l'écriture, parce que les enfants n'ont pas trop envie de venir, mais très rapidement, au bout d'une ou deux séances, ils courent pour venir nous voir. Et notamment le fait d'avoir des situations qui sont extrêmement variées, qui permettent de dynamiser un petit peu l'ensemble. C'est ça, on s'amuse. Alors, d'autres principes actifs, d'autres mises en situation qu'on va pouvoir utiliser, il y en a plein d'autres, mais là on a choisi de vous en parler de 4. Alors on a la vision flash qui est une mise en situation, un exercice où l'objectif ça va être de travailler la vitesse d'écriture et la mémoire de travail. On peut avoir aussi le jeu des dés, donc c'est un exercice où l'objectif va être de travailler la qualité d'écriture. Puis on a aussi l'interview vérité. Donc là, c'est plutôt une mise en situation qu'on va réaliser à la fin de chaque séance où on va demander aux enfants comment ça s'est passé, ce qu'ils ont préféré, ce qu'ils ont moins aimé et comment ils ont ressenti la séance. Et ça permet d'impliquer le patient et c'est un point de mesure de son état de flow. Et un autre outil qu'on utilise, ce sont les mots de champion et les mots d'amélioration, où ce sont des outils, des systèmes pour la motivation du patient. Donc, comme Emmanuel vous l'a dit, la motivation est vraiment essentielle. Et en fait, on peut avoir une représentation où l'écriture, ça va être ennuyeux, où on va pas s'amuser en fait. Mais finalement, nous, on travaille tout le temps sur l'écriture et les patients passent un bon moment. Et c'est dur à y croire des fois pour certains, mais ils y arrivent après en courant et ne veulent plus s'arrêter. Alors que d'autres, au début, la motivation, c'était 1 ou 2. Du coup, voilà quoi ressemble le manuel. Donc, en fait, l'idée avec Aurélie, c'est qu'une fois qu'on a pu expérimenter un petit peu ce programme, on l'a rodé, on l'a affiné, on s'est dit que ça serait intéressant de le transmettre, notamment parce qu'on a eu des demandes en formation. Du coup, on s'y est attelé. Mine de rien, ça demandait un petit peu de travail. On a mis 2 ans et demi, 3 ans à pouvoir le mettre par écrit. Et du coup, on s'était dit que ça serait quand même assez intéressant qu'on puisse juste vous présenter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour que vous puissiez savoir si c'est intéressant pour vous ou non d'y aller un petit peu plus en avant. Alors, ce manuel, il est composé de 7 chapitres. Le premier chapitre qui est sur l'écriture, ses fonctions et son développement. Donc, ça va être une partie plutôt théorique où on va justement aborder le développement de l'écriture, notamment aussi les facteurs endogènes et exogènes, avec une partie sur le développement de la tenue du stylo et toujours sur la tenue du stylo, une description des 4 tenues du stylo qui sont matures et qui permettent une écriture fonctionnelle. Le deuxième chapitre, lui, est consacré à la dysgraphie, où on va la définir et expliquer comment on l'évalue, avec notamment les seuils pour le diagnostic de la dysgraphie. Dans le chapitre 3, du coup, là, on fait un panorama des techniques disponibles isolées, des programmes, des points qui sont les plus importants et ceux qu'on a retirés pour le programme PEPS, parce qu'on n'a pas tout inventé, en fait, hein, on a redosé des choses qui existaient déjà dans la littérature. Et puis, tous ces principes actifs, on les a passés également au crible avec les principes de neuroplasticité et de motivation pour les optimiser, en fait. Donc, c'est ce qu'on a dans le chapitre 4. Et dans le chapitre 5, c'est un chapitre qui est un des plus gros, je pense, du livre, où vraiment, là, on vous détaille
tous les points clés du programme, les uns après les autres, en expliquant comment faire. Il y a également des exemples de dialogue patient-thérapeute pour que ça soit plus illustré, qui fait le pendant avec le chapitre 6. Le chapitre 6 qui, lui, ça va être une description globale des différentes séances avec la trame des thérapeutes. Et on a aussi fait une partie sur l'animation et la mise en place d'un groupe. Alors que le chapitre 7, lui, ça va être une description détaillée de l'ensemble des mises en situation, de l'ensemble des exercices, qui explique pourquoi on l'utilise, à quel moment et comment. Et dans le comment, on a même mis des petits encadrés avec des discours qu'on peut avoir avec les patients, ce qui vous donnera l'impression d'être comme si vous étiez en séance avec nous. Et le petit plus du coup de ce livre, c'est qu'il y a des compléments numériques. Donc, ce sont des compléments que vous pouvez télécharger. Il y a 15 documents PDF où la somme de tous ces documents fait plus de 150 pages. Donc, en fait, ce sont des outils qui sont disponibles avec le livre que vous pouvez télécharger. Soit, donc, dans le livre, vous aurez des QR codes, hein, bien entendu, ce n'est pas celui-là, et un lien où vous allez pouvoir soit le scanner ou soit noter le lien dans une barre de recherche pour télécharger ces documents en PDF. Et on a fait la page 11 du livre, une petite explication pour comment avoir accès à ces compléments numériques. Alors, vous en avez du coup, comme je vous l'ai dit, 15. Le premier, c'est sur le développement de l'écriture. Le deuxième, sur les outils d'évaluation. Oups, voilà. Où on a justement les grilles d'observation clinique, l'outil, l'ESL, qu'on vous a parlé tout à l'heure, qu'on utilise, qu'on a créé pour l'évaluation de l'écriture. Vous avez 12 autres compléments numériques sur chacune des séances, où à chaque fois, vous avez la trame pour animer la séance et les notices qui sont remises aux familles, les missions à la maison, les missions à l'école. Voilà, tout ce qu'il faut pour animer une séance. Et les outils transversaux, donc, ce sont tous les outils qu'on va pouvoir utiliser à une séance 1, à une séance 2, à une séance 3, etc. Alors, on s'est dit aussi avec Aurélie que ça serait peut-être intéressant pour certaines personnes qu'on puisse éventuellement proposer une formation spécifique. Il y a déjà des formations sur la dysgraphie au sens général, notamment avec Octopus Formation. Et puis, on s'est dit peut-être que ça intéresserait parce que finalement, on en parle un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, cette formation PEPS, c'est l'objectif. Elles sont vraiment de comprendre et s'entraîner à ce programme spécifiquement, de pouvoir également proposer quelque chose de relativement court. Donc, on s'est mis d'accord avec Aurélie sur 2 jours. C'est suffisamment long pour qu'on puisse prendre le temps de bien creuser les choses avec vous, si jamais ça vous intéresse, et puis de pouvoir s'exercer et pouvoir comprendre. Donc, dans le contenu de cette formation, il y a le fait de comprendre les concepts clés de neuroplasticité, de flow notamment, et des autres choses. Le fait de pouvoir voir des séquences, des vidéos et des séquences animées par Aurélie et moi, pour donner une idée, hein, bien sûr. On n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de ce qui se fait en rééducation, mais c'est toujours intéressant de savoir un peu comment ça se passe. En tout cas, c'est le retour des personnes que nous avons en formation. C'est-à-dire que quand on voit un petit peu, c'est quand même plus facile. Et puis, bien sûr, de pratiquer. Donc là, c'est vraiment des mises en situation où vous allez vous entraîner. L'idée, c'est de partir de la formation avec déjà un vécu pour plus facilement le mettre en place. Et la grande question, c'est la disponibilité. Là, on est parti pour l'horizon 2023 pour l'instant avec Aurélie, le temps qu'on continue un petit peu à la monter, à la peaufiner, si jamais ça vous intéresse, bien sûr. Donc, quelque part, au terme de cette présentation, si jamais on devait synthétiser tout ce qu'on vous a dit sur les messages clés, la première chose, c'est que mine de rien, la dysgraphie est quand même fortement présente dans les TND, pas que, mais dans les TND quand même, ce qui est un de nos champs d'expertise avec Aurélie, qu'en général, les programmes qui sont déjà publiés depuis un certain nombre d'années visent rarement à la fois la vitesse et à la fois la qualité d'écriture. Donc, il y a pas mal de principes actifs actuellement qui montrent quand même que ça marche mieux, comme le fait que nos petits patients soient pleinement engagés d'une manière active, c'est-à-dire que ce soit eux qui fassent, que ce soit quelque part eux qui décident certaines choses, et que le thérapeute, lui, vraiment essaye de trouver le juste défi et des situations très écologiques de pratique. Au final, dans ce programme-là, on essaie de respecter un petit peu tout ça, notamment en proposant des mises en situation qui sont graduées, qu'on essaye le plus souvent écologiques. Alors, quelques situations ne le sont pas, mais elles sont faites exprès, en fait, pour les aspects de motivation. Donc, il y a toujours une espèce de balance à faire. On est très vigilant sur le rétablissement du sentiment de compétence. En général, nous avons des enfants qui ont perdu espoir de bien écrire et d'une manière générale, qui se sentent quand même pas très compétents, que ça soit au niveau de l'écriture, de leurs compétences motrices ou de leurs compétences sociales. Et enfin, ce qu'on a remarqué également dans nos formations, c'est que
les personnes qui venaient avaient envie d'avoir une idée méthodologique, un peu dans quel ordre, comment on pouvait faire. Alors, du coup, dans ce programme-là, qui est le programme PEPS, on donne une idée, mais rien n'est figé dans ce programme. Tout est adapté avec votre ou vos patients. Donc, c'est plus une idée générale que vraiment une Bible où tout est gravé. Et l'autre point important, c'est que le format est court. C'est-à-dire que vraiment, pour ce programme PEPS en tout cas, on vise quelque chose entre 10 et 12 séances. A priori, ça suffit. Merci de votre attention. Merci. Les 30 minutes sont respectées. Bien, merci beaucoup à tous les deux. C'était extrêmement clair, comme d'habitude, très intéressant. Et c'est un bonheur de voir cette psychomotricité à la fois jeune, dynamique, et puis qui publie, qui produit des outils, qui fait de la recherche. On avait encore Frédéric Pujarinet le mois dernier. Voilà, nous, on regarde tout ça avec beaucoup d'optimisme pour les pratiques en psychomotricité et donc forcément au profit de l'interdisciplinarité dans son ensemble. Donc bravo à tous pour vos travaux et puis on embrasse tous ceux qui sont associés. Je pense à Florence Roger par exemple, à Fred évidemment, Jessica, voilà, tous nos amis psychomotes à qui on donne toujours la parole avec grand plaisir et intérêt. Et on vous en remercie. Merci. Je pense que vous êtes largement remerciés dans le chat, effectivement. Et on a déjà quelques questions qui arrivent. Donc là, on a 29 minutes précisément à jouer au jeu questions-réponses. Vous répondez dans l'ordre qui vous semble le meilleur. Prenez la parole très librement. Je vais juste vous lire les questions par le biais du chat. Et à 19h00, vous êtes tranquille. Alors, il y a une première question de Lisa qui demande: l'utilisation du manuel ne suffit donc pas à faire pratiquer cette technique assez aisément? Alors, je vais répondre à celle-ci. En fait, si, complètement. Logiquement, on l'a conçu avec Aurélie pour que vous puissiez vous passer complètement de formation. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a conçu. Donc, du coup, la formation, c'est juste un plus. C'est absolument pas quelque chose qui est nécessaire. Mais après, on a des gens, en tout cas, j'ai commis d'autres programmes et le retour des gens, c'est qu'ils avaient quand même envie de formation. Du coup, on s'est dit qu'on allait le proposer, mais c'est absolument pas une obligation. Donc, si jamais, avec le livre, vous vous sentez d'y aller, au contraire, il faut foncer, ça sera génial. C'est ça, dans ce livre, on a essayé d'y mettre tous nos outils, tout ce qu'on a. Super, merci pour votre réponse. Deuxième question de Nicolas: quel type d'évaluation au départ, en dehors du BHK et de votre test, faites-vous un diagnostic fonctionnel différentiel de l'origine du trouble de l'écriture? Est-ce que tu veux que je commence à répondre, Aurélie, ou oui, vas-y. J'y vais. Donc, du coup, nous, en fait, comme on est en niveau hospitalier, en fait, déjà, on nous adresse les enfants pour dysgraphie. C'est-à-dire que la phase, en fait, entre guillemets, diagnostic est déjà réalisée avant que nous, on ait nos listes d'attente pour ce type de groupe-là. Donc, effectivement, on est un peu loin d'une pratique un peu libérale. Donc, nous, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une évaluation où on recueille les plaintes des enfants, les contraintes, comment ça se passe. Et on a déjà éliminé certaines hypothèses comme un trouble spécifique du langage oral et écrit monstrueux, par exemple, qui impacterait trop. Ceci dit, nous avons aussi beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de comorbidités et ça, on essaie d'en tenir compte. Donc, effectivement, dans notre évaluation à nous, on n'a pas cette partie diagnostique, on a vraiment la partie fonctionnelle spécifique pour le PEPS. Tout à fait. Excellent complément, Aurélie, merci. Il y a une question de Caroline qui demande combien coûte la formation. Alors là, c'est une bonne idée. On n'en sait absolument rien. Pour l'instant, c'est un projet. Donc, on s'est dit que tant qu'à faire de présenter un outil, il pourrait y avoir aussi toutes les manières de savoir utiliser l'outil. Donc là, pour l'instant, j'en sais absolument rien. Je ne sais pas du tout. Je pense que, comme ça, si c'est une formation de 2 jours, pour pas quand même ne pas répondre dans le vide, mais par rapport aux organismes, on est dans quelque chose de l'ordre de 600 €, un truc dans ce cas-là, je pense, pour 2 jours. C'est absolument pas contractuel ce que je vous raconte, hein. C'est une estimation comme ça, la louche. Nous n'en sommes pas encore là. Et tu t'es engagé, 600 €, c'est parti. Une autre question de Nicolas: est-ce que dans l'évaluation, il y a une observation du niveau de la maturation cérébrale d'un point de vue cinématique, de l'organisation posturo-gestuelle et spatio-temporelle?
technique. Ouais. J'y vais ou tu y vas? Je te laisse répondre. Ok, donc alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ce que vous nous dites, Nicolas, qui est envisagée, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on va faire notre évaluation, on va se demander au niveau postural, au niveau de la cinématique, est-ce qu'effectivement il y a des anomalies, est-ce qu'effectivement comment sont faites les lettres, au niveau de l'empan aussi, c'est-à-dire que quand on fait des tâches de recopiage, notamment au niveau du PHK, c'est des choses qu'on va regarder. On va essayer de regarder également la formation des digrammes, trigrammes usuels. On va voir les techniques. Est-ce que l'enfant, quand il recopie ou il est sous dictée, en fait, il a des techniques où il va se répéter les éléments, comment il maintient, vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est des choses qu'on va effectivement envisager parce que du coup, ça va nous donner des billes dans ce programme-là pour savoir réguler. Après, sur la maturation neuronale, donc on peut avoir, parce qu'en général, on a fait un bilan psychomoteur avant, on peut avoir une idée d'immaturité neurologique avec des signes neurologiques doux, dont des syncinésies par exemple, qui nous donnent certains aspects. Et puis effectivement, si jamais on a fait un bilan psychomoteur, on sera plutôt alerte sur des signes neurologiques de type tremblement ou des problèmes de force ou d'un côté pour écarter un petit peu tout ça. Mais sinon, on n'aura pas d'épreuve spécifique par rapport à ce niveau-là. Aurélie, un complément? Non, merci, ça va. Bon, ça marche. Pour la prochaine, c'est Aurélie qui commence, d'accord? Allez. Autre petite question. Est-ce adapté et efficace pour des enfants avec de légères difficultés attentionnelles? J'ai un enfant justement facilement distractible avec peu de motivation, peur de l'échec, fragilité émotionnelle et bien entendu une dysgraphie. C'est une question de Lisa. Absolument, Isa. Donc, dans un groupe de 4 enfants, en moyenne, on a au moins 3 enfants qui ont un TDAH. Donc, c'est absolument compatible vu que l'association, en tout cas TDC, si la dysgraphie rentre dans un TDC, plus TDAH est une fois sur 2 comorbide. Donc, ça pose aucun souci. Et justement, nous, on va écrire, mais on va permettre aux enfants des mises en situation où ils vont pouvoir se lever et où ils vont pouvoir observer les autres en étant actifs. Donc, ça ne pose aucun problème. Au contraire, je dirais même que pour les enfants qui ont des problèmes attentionnels et des problèmes d'estime de soi, je pense que c'est… Alors bon, on prêche pas notre paroisse, hein, mais je pense que c'est un bon programme au contraire. C'est une très bonne indication. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Je viens seulement de tilter qu'en fait, les 2 dessins qui sont sur votre diapo, c'était vous, en fait. C'est très, très classe. Ça fait un peu mégalo, mais bon, c'était… Non, c'est très bien. C'était un petit délire, en fait. C'est parfait. Pour les participants. Illustratrice du livre. D'accord. Pour les participants au webinaire, j'en profite juste pour lever mon verre à Aurélie, qui est covidée et qui, malgré tout, a maintenu son engagement avec nous. Merci Aurélie. Avec plaisir, j'étais vraiment présente dans cette rencontre. Nicolas, qui est décidément très actif ce soir, nous demande de parler de la validité du programme. Okay. Alors, tu vas ? Vas-y. Alors, je peux faire une réponse très claire, mais je pense que ce serait bien que tu puisses compléter. Donc, pour le moment, on n'a pas encore fait d'épreuves pour la validité de ce programme, mais ça va être un projet futur. Après, en ce qui concerne notre petite évaluation qu'on va pouvoir avoir avec le BHK, qu'on va faire en pré-intervention et en post-intervention. Donc, dans la majorité des cas, même quasiment tout le temps, il nous est arrivé qu'il y ait une amélioration, que ce soit au niveau de la qualité ou de la vitesse d'écriture. Après, on ne promet pas non plus de miracle avec cette méthode de rééducation. Hein. Ce qui va dépendre surtout, c'est l'implication de l'enfant et de sa famille. S'il n'y a rien qui est mis en place en dehors de ce que nous pouvons proposer, ça va être difficile que l'enfant puisse progresser. Mais ça peut être quand même possible. On a vu avec certains enfants où les familles étaient peu impliquées, mais l'enfant extrêmement motivé à appliquer les techniques, ça fonctionne aussi très bien. Tout à fait. Donc, par rapport à ça, effectivement, il y a 2 niveaux, Nicolas, et c'est une très, très bonne question. Le premier niveau, c'est la question, c'est est-ce que quelque part, on peut garantir, c'est comme ça qu'a répondu Aurélie, l'efficacité. Donc, l'idée, le raisonnement qu'on a pour l'instant, c'est de se dire que le cocktail de principes actifs qu'on a réuni, qui est un cocktail qui, lui, où chaque principe actif isolément a montré sa validité en termes d'efficacité pour l'amélioration de la dysgraphie, suivant le plan, était un bon raisonnement pour essayer de doser les éléments, histoire de faire quelque chose d'efficace. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'a évoqué Aurélie, c'est-à-dire que là,
maintenant que l'approche est manualisée, on va pouvoir plus facilement faire des appels à projets pour, on espère, des ECR, des essais contrôlés randomisés, qui permettent de comparer un groupe dysgraphie qui a une intervention lambda ou une intervention placebo versus un groupe avec un groupe PEPS et mesurer sur un grand nombre d'enfants, effectivement, l'efficacité du projet. Mais quand on fait un projet de recherche comme ça, d'efficacité, d'intervention, il y a quelque chose qui est toujours très compliqué à prouver, c'est ce qu'on appelle la fidélité procédurale. C'est-à-dire que les thérapeutes qui sont en charge du principe actif, ici ça sera du PEPS, respectent bien les principes. Et en fait, le fait d'avoir un manuel est un gage dans cette fidélité procédurale. Donc, on a choisi de faire les choses dans ce sens-là pour faciliter les futures études, au final. Super. Merci beaucoup. Daniel demande où est-ce que vous comptez faire votre formation? Dans les organismes qui voudront bien la diffuser, je pense. Donc, c'est pas exactement la réponse que j'attendais, Emmanuel. Donc, sans doute Octopus, si jamais Octopus est partant. Et puis voilà, donc du coup, sans doute à Octopus. Écoute, on met ça au programme. Très bien. Une question de Marie. Peut-on utiliser le manuel sans la formation? Donc, puisqu'il est déjà en vente, je pense que tu as pu répondre. Oui, tout à fait. Allez-y. Si ça vous parle, que vous voyez bien, foncez. Lancez-vous. Voilà, c'est en se lançant qu'on va pouvoir justement apprendre, faire des erreurs, et c'est en faisant des erreurs justement qu'on apprend. Donc, il ne faut pas hésiter. Ou sans faire d'erreur, en fait, en faisant et puis en associant avec votre graine. En tout cas, on a des retours là de gens qu'on connaît plus ou moins, qui se sont lancés avec le manuel et ils sont plutôt contents, eux, de ce qu'ils ont, mais à vous de tester. Oui. Super. Alors, juste une remarque de Laetitia qui disait bonsoir à tous, ça c'est pour Emmanuel. Bonsoir Emmanuel, contente de te retrouver. J'avais apprécié tes cours et un stage en 2016-2017. Le message est passé. Eh bien, merci beaucoup Laetitia. Je ne vois pas, mais à l'occasion, ça sera avec plaisir d'échanger. Mais bien sûr, on ne lit pas tous les messages qui disent qu'ils n'ont pas apprécié tes cours. Vaut mieux. Alors, Aline qui pose une question dont j'ai un peu du mal à saisir la portée. Question pour une enfant avec troubles neurovisuels et j'imagine qui a du mal à se repérer sur les lignes de cahier dans le cadre de dysgraphie sévère. J'imagine que c'est la pertinence du PEPS. Mais je pense qu'Aurélie, toi, tu as des billes par rapport à ça. Je pense que je vais te laisser, je vais compléter après. Oui, alors les enfants, on a beaucoup d'enfants où justement un de leurs objectifs, que ce soit à eux ou de leurs parents, ça va être l'amélioration de la lisibilité et notamment sur arriver à écrire sur les interlignes. Et pour ça, on a différentes techniques qu'on va pouvoir utiliser avec pour que l'enfant puisse se repérer sur les interlignes avec des règles d'or pour que l'enfant puisse faciliter le repérage visuel au niveau des lignes d'écriture. Après, des enfants qui ont de réelles difficultés neurovisuelles, c'est important qu'il puisse y avoir un bilan orthoptique et une rééducation, et peut-être, pourquoi pas, avant la prise en charge de l'écriture. Après, juste pour compléter, Aurélie a fait un gros travail également sur les supports qui sont proposés pour faciliter justement le repérage visuel au niveau des lignes, notamment je pense aux lignes Gurvan. Du coup, il y a plein d'outils qui existent. Alors, il y a quelques éléments d'aménagement qui sont proposés dans le PEPS, mais vous en avez beaucoup qui sont proposés, qui ne sont pas dans notre programme, mais qui existent. Notamment, il y a des systèmes avec des agrandissements ou le fait d'avoir des couleurs, des lignes de couleurs de repérage. Et ça, par contre, c'est un aspect qui est abordé dans notamment certaines formations et dans certains livres également qui abordent les troubles de l'écriture et la dysgraphie. C'est ça. Alors, les lignes Gurvan, je précise que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est quelque chose qui existe. Et on en parle dans le chapitre 5 avec les aménagements qu'on peut proposer pour les lignes d'écriture. Merci pour vos réponses. Une question de Gia qui demande est-ce que vous allez former des professionnels qui ne sont pas psychomotriciens? Oui, tout à fait. Donc, là, actuellement, les formations telles qu'on les donne, on est plutôt, notamment dans le champ des TND, sur des champs de recouvrement au niveau des différents professionnels. Et effectivement, il y a différents professionnels qui sont légitimes pour prendre en charge l'écriture manuscrite. Je pense aux ergothérapeutes, je pense aux orthophonistes, bien sûr, il y a les psychomotriciens. Donc, à partir de là, ça nous semblait compliqué de fermer la formation aux psychomotriciens, puisque c'est pas comme ça qu'on voyait les choses aussi. Donc, du coup, non, c'est pas fermé au niveau des professionnels. On a des orthophonistes, on a des fois aussi des enseignants qui peuvent venir. On a
Donc, du coup, si jamais ça les intéresse, pourquoi pas. En tout cas, on est dans une logique, je pense, avec Aurélie, où, suivant les territoires, les professions sont plus ou moins bien représentées. Et il y a un concept sur lequel on est très attaché, c'est la perte de chance pour les patients. Et du coup, dans cette dynamique-là, voilà, avec des gens qui ont des compétences, je pense que c'est bien de pouvoir ouvrir. Oui, oui. L'heure est à l'interdisciplinarité, à l'ouverture et au partage horizontal des connaissances. C'est sûr. Merci pour cette réponse. Laetitia demande quels outils d'évaluation en plus du BHK. On utilise Oui. Alors, il existe le VEDP qui est accessible en téléchargement sur Internet, qui a été créé par le docteur Pouet. Et en plus de ça, on a notre évaluation qu'on a créée qui s'appelle l'évaluation situationnelle des lettres. Voilà, donc au niveau de l'écriture, on va se limiter à ça parce que comme l'a expliqué Emmanuel tout à l'heure, les enfants ont déjà eu des bilans psychomoteurs avant. Après, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire un entretien motivationnel à l'entrée et à la sortie. Et cet entretien motivationnel, soit il se suffit à lui-même, soit vous avez également des questionnaires. Donc, notamment, vous avez le questionnaire de Rosenblum qui existe, qui est en train d'ailleurs d'être traduit actuellement et étalonné au niveau français, mais ça, on l'aura d'ici quelques temps, qui permet de demander soit à l'enseignant, soit aux petits patients, soit aux deux, leur sentiment d'écriture sur une dizaine d'items, qui permet d'avoir un espèce de score qui permet également les pré-postes. Il y a également c'est pas des échelles, c'est des aide-moi Aurélie. En fait, quand vous observez, non, pas un questionnaire, c'est une grille. C'est une grille d'évaluation. Donc, il y a des grilles spécifiques sur l'écriture pour aider les professionnels à savoir où regarder quand vous observez un enfant en train d'écrire, que l'on peut également utiliser, qui sont disponibles. Alors, par contre, de mémoire, là, comme ça, elles sont pas traduites en français, mais c'est pas un vocabulaire qui est très compliqué. Donc, si jamais, effectivement, vous voulez aller plus loin dans l'évaluation, une des données qui va nous manquer, ça va être des données qui sont plutôt des données cinématiques, des données sur les corrélats d'écriture, notamment des fonctions exécutives, notamment la mémoire. Donc, soit on a des compléments faits par des professionnels sur ce type de choses-là, soit on essaie de trouver des outils en plus de nos outils à nous pour récupérer ce type d'informations-là. Et bien entendu aussi, on regarde les cahiers d'école des enfants. Donc, on leur demande de venir au moment de cet entretien avec des cahiers d'école. On va pouvoir observer, leur demander, parmi tout ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils souhaitent améliorer, quelles lettres ils souhaitent travailler, quel objectif ils souhaitent mettre en place. Super. Merci pour vos réponses. Christine demande où on peut trouver le manuel PEPS. Alors, il est disponible aux éditions du coup de Boeck et on peut l'acheter sur différentes plateformes Internet. De Boeck Édition. Comment ? De Boeck. De Boeck. Ouais. Super. Nicolas, toujours, avec quel outil est fait la phase de diagnostic ? Alors, en général, la phase de diagnostic, dans notre service, en fait, on est un service de niveau D, de niveau 3, spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement. Donc, en fait, ce que l'on sait, c'est que comme les comorbidités sont un peu la règle, c'est-à-dire dans 80% des cas, on n'a pas un trouble du neurodéveloppement isolé, et qu'en plus, dans les jeunes qui viennent en fait en consultation, on a également des jeunes qui n'ont pas de trouble du neurodéveloppement. Je pense à des enfants notamment qui ont des myopathies de Duchenne, des enfants qui ont des hémiparésies, ou des choses qui ne sont pas très bien diagnostiquées, ou des troubles primaires au niveau visuel. Donc, en fait, il y a tout un processus en fait à étage où déjà il y a un premier filtre avec une consultation infirmière qui dure assez longtemps, qui retrace un petit peu les premiers éléments d'anamnèse. Avec ces éléments d'anamnèse, on va essayer de rechercher un petit peu, en tout cas, le praticien qui est en charge de la coordination du diagnostic va rechercher certains éléments, va demander des éléments complémentaires. Donc, ça arrive très souvent qu'on demande des bilans au niveau orthoptique, ophtalmo, au niveau auditif, au niveau génétique, au niveau neurologique, au niveau efficience intellectuelle. Et puis, une fois que ces hypothèses en fait, de diagnostic différentiel ont été écartées, on va pouvoir avoir des évaluations spécifiques pour tous les troubles du neurodéveloppement si jamais il y a des points d'appel. Donc, au niveau du TDAH, par exemple, ça sera uniquement clinique, mais si on pense à des interventions, il pourrait y avoir des tests et des échelles. Si jamais, effectivement, il y a un problème de mémoire de travail ou de mémoire, on va pouvoir passer des batteries spécifiques. Si c'est au niveau du TSA, il va y avoir des entretiens particuliers et des mises en situation particulières. Au niveau du TDC, ça sera le MABC2 et puis des compléments issus en général de la NEPSI2, éventuellement pour du pegboard, enfin différents types de choses là. Pour l'écriture,
spécifiquement, ça dépend de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que si jamais on a un enfant, par exemple, où on pressent des difficultés visuelles, on pourra compléter avec le reversal test, qui est un vieux test, mais qui est un test qui mesure la capacité que vous avez à détecter les orientations dans le plan. C'est qui nous permet de détecter, nous, la différence entre un D et B écrit en script, ou un P, c'est la même chose, mais qui est tourné. Et pour certains enfants, avant 5 ans et demi, c'est la bascule perceptive, ça n'a pas de sens en fait. Et ça permet de mesurer ça. Donc de temps en temps, on se sert de certains tests particuliers, mais là, on rentre dans quelque chose qui est un petit peu de la dentelle, donc c'est un peu du cas par cas là-dedans. On a également nos amis orthophonistes qui font passer l'alouette ou qui font passer d'autres types de tests et on va raccorder. Là, par exemple, j'ai eu un enfant qui avait une dysgraphie importante et très clairement, il y avait des problèmes ortho. Donc après, on se réunit en équipe pluridisciplinaire et on aboutit en cascade avec un ou plusieurs diagnostics, avec un ou plusieurs bilans complémentaires pour aboutir à la phase diagnostique. Merci Emmanuel. Laurence demande combien dans votre groupe, comment constituez-vous le groupe au niveau de l'âge ou de la classe? Ok, je réponds. Alors, on a des groupes de 4 enfants. Donc, c'est la première question pour le nombre. Pour les constituer, on va faire en sorte que les groupes soient homogènes. Homogènes, c'est-à-dire surtout au niveau de la classe des enfants, donc à 1 an maximum d'écart. Et est-ce que j'ai répondu à tout? Il y avait un troisième élément? Alors, combien d'enfants dans votre groupe? Pardon? Combien d'enfants dans votre groupe et comment constituez-vous le groupe au niveau de l'âge ou de la classe? Bah voilà, au niveau de la classe, surtout. C'est surtout au niveau de la classe. Le parti pris qu'on a, c'est qu'il faut que les enfants aient des contraintes d'écriture qui soient à peu près les mêmes pour qu'ils puissent partager ensemble. C'est-à-dire que si jamais on a un enfant qui a sauté 3 classes, mais qui est dans la même classe scolaire que les autres, il a les mêmes contraintes qui pèsent sur lui, même si forcément il est beaucoup plus jeune. Donc, ils peuvent parler un peu des mêmes contraintes. On va leur exiger, même si les enseignants sont un petit peu différents. Mais vous voyez, donc ça, pour nous, en tout cas, ça fait sens par rapport à ce groupe-là, en tout cas. Mais on ne va pas trier, par contre, par rapport à la sévérité de dysgraphie. Ce serait une autre manière de trier. Mais nous, par contre, on va prendre des légers ou des sévères. Le seul écueil sur lequel on va faire attention, c'est, imaginons qu'on a un enfant qui a une dysgraphie sévère et qui a trop de comorbidité avec des enfants qui sont plutôt légers. Là, on va se dire qu'en termes de ce que le groupe a pu lui renvoyer, ça ne sera pas bon en termes d'estime de lui. Donc, on va essayer de mesurer également l'acceptabilité du groupe. Donc, même si ce n'est pas quelque chose de décisif, on va y faire attention. Un autre élément également sera le niveau d'anxiété. La capacité, effectivement, à pouvoir gérer ses émotions, à pouvoir se mettre en échec face au groupe, même si nous, bien sûr, on va le protéger, on va permettre de rebooster un petit peu tout ça. Voilà, c'est des éléments. Et ça, on va prendre également la teneur quand on fait les entretiens motivationnels. Merci beaucoup. Alors, j'y ai posé la question de l'auteur des dessins sur la présentation. Elle dit qu'ils sont très chouettes. Donc, on a eu la réponse. C'est donc l'illustratrice de l'ouvrage. Oui, c'est Judy. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le macaron à côté de chacun de nos portraits, là, mais en fait, il y a marqué Judy dans l'illustratrice. Elle a un site internet. Hein. Voilà. Moi, je veux mon emoji aussi. Hein. Très bien. Donc, Lisa, bonne nouvelle, vous allez avoir au moins une vente ce soir, puisque Lisa achète le manuel de ce pas. Pendant que Caroline dit qu'elle est enseignante spécialisée, est-ce que vous pensez qu'elle peut utiliser le manuel sans avoir eu la formation? Oui. Oui, je pense. En fait, on l'a designé avec Aurélie pour… En fait, dans les 7 chapitres, les premiers, c'est vraiment les bases théoriques minimales pour arriver à faire les éléments, en fait. Donc, on n'a pas mis tout ce qu'on avait dans la littérature. D'ailleurs, dans la toute première version du livre, il y avait beaucoup plus de pages, mais finalement, on s'est dit que ça servait à rien d'étaler tout ce qu'on a parce que finalement, on s'est demandé vraiment le directement utile. Donc, si jamais on a bien fait notre travail, vous devriez être capable. Et au contraire, ça serait super intéressant d'avoir votre retour d'expérience en tant que chaîne spécialisée. Très bien. Alors, Marie demande si c'est adapté en travail de groupe, mais est-ce qu'elle peut l'utiliser en séance individuelle en adaptant un peu?
Absolument. Donc nous, notre contrainte dans notre milieu hospitalier, c'est un travail de groupe, mais une contrainte qui est à la fois aussi, je pense, une force, mais c'est tout à fait possible de le faire en individuel. Après, nous, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la pratique de groupe parce que ça a de nombreux avantages. Donc, nos collègues qui sont libéraux et qui pratiquent déjà du PEPS, souvent associent 2 enfants, 3 enfants pour qu'il y ait une dynamique de groupe, mais c'est absolument faisable en individuel, bien entendu. Ça m'est même arrivé, moi aussi, de faire l'individuel, notamment pendant le confinement en visio avec des enfants. Super. Donc, Sophie posait la même question. Donc, oui, c'est une question qui revient souvent parce que voilà, on publie sur des groupes, mais c'est possible en individuel. Ouais. Ok. Alors, ça aussi, c'est une réponse, je pense qu'on l'a eu. Coralie demandait si le manuel est utilisable par des ergothérapeutes, voire des orthophonistes. Donc, je pense que vous avez apporté la réponse. Oui, on a répondu. Aline, encore un message privé pour Manu. Donc, Manu, si on te dérange, tu nous le dis. Ok, très bien. C'est Aline qui dit qu'elle aussi, elle a de très bons souvenirs des cours avec toi à Lille il y a 3 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai bien apprécié déjà vos interventions, Alice, c'était chouette. Céline remercie pour la visio et pour le dynamisme. Et Aline pose le cas pour rééducation orthoptique en tant que parent instructeur en 3 mois. Choix de rester sur écriture script. Alors, excusez-moi, je vous la lis comme elle vient. Je ferai promotion auprès des professionnels de proximité. D'accord. Alors, c'est une observation. C'est une observation. Élise pose une question. Pour pratiquer des groupes écriture depuis 2 ans, je constate que l'efficacité est nettement plus forte en CP-CE2 car les enseignants sont davantage preneurs des outils de généralisation que plus tard où il semble que malgré la plainte, les préoccupations ne semblent plus être centrées sur les problèmes d'écriture de l'enfant. Dans votre programme, les outils de généralisation pour l'école et les familles varient-ils selon la classe ? C'est une bonne question. D'une manière générale, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a des outils qui sont très transversaux. Bien sûr, vous allez l'adapter. En fait, les outils de généralisation, c'est des missions qu'on donne à l'école. C'est-à-dire qu'on donne certains types de missions suivant le moment là où on est l'enfant. Donc, c'est des missions qui sont collectives, mais on peut très bien faire de l'individuel. L'idée est encore une fois de les mettre dans le juste défi. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'ils y pensent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils appliquent. Alors, il y a des enfants sur lesquels, avec les missions ou même sans les missions, ils vont le faire d'eux-mêmes. Il n'y a pas de problème. Et puis des enfants sur lesquels, si jamais on ne met pas des systèmes en place, ça va être compliqué. Donc, on a déjà dans le contenu des missions, en fait, parce que c'est ça un petit peu votre question, c'est de réimpulser la manière d'écrire qu'on voit dans le groupe au moment de l'écriture spontanée en classe. Et en classe, comme l'a dit Aurélie, c'est entre 30 et 60% du temps. C'est-à-dire que de toute façon, ils vont devoir remplir des exercices à trous, ils vont devoir recopier des leçons. C'est à ce moment-là qu'il faut qu'ils utilisent le PEPS, et notamment nous, pour les y forcer un petit peu, on va leur donner des missions. Et à l'entrée de la séance, la première chose sur laquelle on va discuter tous ensemble, c'est comment se sont passées les missions. Est-ce que du coup, ils sont contents, pas contents? Est-ce qu'ils arrivent à y penser? Et si jamais la réponse est non, c'est quel système on peut mettre en place? Là, par exemple, on a un enfant là on a eu en PEPS juste cette semaine. Et du coup, là, le système, c'est de lui mettre une carte en fait, avec les missions PEPS sur son bureau à l'école pour qu'il y pense. Donc, ça, c'est pas dans le manuel, en fait. C'est juste un moyen pour faire les choses telles qu'on le demande. Là, j'ai une maman, par exemple, qui, à la maison, fait beaucoup d'exercices d'écriture sur une ardoise. Donc, elle ne pouvait pas le ramener en séance. Donc, du coup, on a discuté, on a trouvé le fait que de prendre des photos pouvait être un bon moyen. Vous voyez, mais c'est fait, en tout cas. Donc, mais sur le contenu, c'est vraiment des éléments très focaux. Donc, dans le manuel, dans le programme, on va d'abord se concentrer sur certaines lettres isolées. Très rapidement, on va les mêler, notamment dans les digrammes et trigrammes usuels, puis après dans les mots, puis après dans les paragraphes. Donc, suivant la quantité d'écriture qu'il y a à faire et les stratégies qui vont avec, et le taux d'automatisation et également les mauvais réflexes, c'est-à-dire que les enfants, ils ont pris des habitudes aussi qu'il va falloir désenquister. Donc, de temps en temps, il va falloir aussi empêcher ça. On va donner des missions un petit peu différentes. Et un autre moyen aussi pour l'école, pour impliquer davantage l'enfant, enfin pour faciliter les choses, ça va être aussi de solliciter les AESH s'il en a eu. Donc ce qu'on appelait avant les AVS. Et après, la majorité des enfants que nous on a, effectivement, c'est autour de CE1, CE2. Mais là, actuellement, on a des petits de CM1, CM2 où il y a une grande motivation de leur part au changement à l'école et où ça ne pose pas du tout de problème pour l'amélioration de leur écriture, de leur vitesse. Super. Une petite dernière, 1 minute pour y répondre.
Cette rééducation concerne-t-elle l'écriture des chiffres autant que des lettres? Préconisez-vous également vos situations en prévention, en maternelle notamment? Ok, je peux y répondre si tu veux. Alors, c'est uniquement sur l'écriture de lettres. Nous n'avons pas ciblé notre travail sur l'écriture des chiffres. Et pour la question sur les maternelles, nous, on propose une écriture script, n'importe quoi, une écriture cursive, excusez-moi. Donc, en maternelle, on est plus sur une écriture en majuscule d'imprimerie. Après, en fin de maternelle, sur la grande section, pourquoi pas. Je pense qu'après, si jamais il y a des problèmes de graphisme, on parle notamment des règles de grammaire de Lévin qui permettent de voir des facteurs prédictifs avant vraiment l'entrée dans l'écriture sur les possibles bons ou mauvais scripteurs. Ça c'est défini comme ça. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez utiliser. Et après, les mises en situation, quelque part, enfin, les moyens de faire les choses décorrélés du contenu peuvent être utilisés comme ça pour des enfants d'âge préscolaire, si vous le souhaitez. 59 minutes 55 secondes, vous êtes parfait. On est bon pour ce soir? Eh bien, super. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir Merci à tous. écoutés. Merci à tous les deux pour ce duo de charme très abouti et vraiment très dynamique et intéressant. C'était vraiment super.